besoin probablement intérieur qui vous a conduit à écrire le deuxième manifeste pour la philosophie? Bien, pour comprendre ce besoin, il faut que je rappelle d'abord que j'avais écrit un premier manifeste. 20 ans avant. 20 ans avant, voilà. 20 ans, justement. Et il m'a semblé, dans les dernières années, que la situation philosophique, le rôle de la philosophie, les contradictions philosophiques avaient beaucoup changé. Et donc que défendre la philosophie ne se présentait pas de la même manière. Si vous voulez, de même qu'il y a eu une grande crise du capitalisme récemment, je pensais qu'il y avait eu tout de même une nouvelle crise de la philosophie qui n'était pas la même que celle d'il y a 30 ou 40 ans. Et donc je voulais faire un second manifeste parce qu'il y avait une seconde situation. Si j'ai bien compris, vous parlez d'une morale conservatrice philosophique de nos jours. Vous êtes le philosophe français le plus traduit de notre temps. Alors, inévitablement, vous faites part d'un système qui est soutenu par ses propres moyens d'information. Comment est-ce que vous vous différenciez de cette morale conservatrice? Vous savez, ce que j'appelle la morale conservatrice, c'est cette philosophie qui est apparue en fait en France au début des années 80 du dernier siècle et qui faisait un bilan complètement négatif de la philosophie française des années 60 et 70. Alors, cette philosophie française des années 60 et 70 avait une caractéristique, je crois, principale, c'est qu'elle était plus tournée vers la politique que vers la morale, elle était plus tournée vers la politique révolutionnaire que vers la politique conservatrice. Vous êtes enfant de mai 68. Voilà, et qu'au cœur de cette philosophie, il y a eu les années 68. Donc c'était tout cela qui était condamné au profit, au fond, d'une philosophie qui revenait vers la morale de Kant, vers la philosophie classique. Alors c'est? Oui, voilà, des choses comme ça, et puis qui aussi considérait qu'il fallait faire un bilan entièrement négatif de toute la politique révolutionnaire du XXe siècle. Donc voilà, c'est ça que j'ai appelé le tournant conservateur de la philosophie des années 80. D'ailleurs, ce tournant conservateur s'est appelé Nouvelle Philosophie. Et à mon avis, elle n'était ni nouvelle, ni vraiment philosophique. Elle s'appelait quand même Nouvelle Philosophie. Et c'est contre cette Nouvelle Philosophie que j'ai continué, en réalité. C'est-à-dire, je suis, en réalité, un héritier des philosophes des années français, des philosophes des années 60 et 70, Althusser, Deleuze, Lacan, Derrida, Lyotard et beaucoup d'autres. Je suis le continuateur en même temps de cette tradition. Donc je suis un survivant. Je suis un survivant J'ai survécu aux années 80, voilà. J'ai réussi à les traverser sans me renier et sans me taire. Comme vous-même vous dites, vous êtes enfant du mai 68. Pendant tout votre âge, vos croyances politiques sont à la base de votre œuvre. Dernièrement, peut-être parce que vous êtes déçus par la gauche en France et ailleurs, vous parlez d'une gauche nouvelle. Oui, je voudrais faire deux remarques avant de venir à votre question. D'abord, c'est vrai que la politique joue un grand rôle pour moi, mais elle n'est pas la seule. Évidemment, au niveau public, quand vous prenez des positions politiques, c'est plus facile à entendre que le reste. Mais dans mon œuvre philosophique, il est beaucoup question de poésie, de théâtre, de mathématiques. Vous écrivez pour le théâtre, pièces pour le théâtre et pour le cinéma? Oui, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des romans. Dans ma philosophie, la science joue un grand rôle aussi. Les mathématiques, les mathématiques. Voilà, et le dernier livre que j'ai écrit est quand même sur l'amour, il s'appelle Éloge de l'amour.
Donc vous voyez, je ne voudrais pas qu'on m'enferme dans la politique. Ça serait à ce moment-là un peu comme une prison, ce qui est quand même vraiment pas ma vision de la politique. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est, vous savez, ça fait très longtemps que je suis déçu par les forces de gauche traditionnelles. C'était déjà presque vrai avant 68. Je vais vous donner une référence. Quand j'étais très jeune, quand je suis entré dans la politique, le gouvernement était un gouvernement socialiste. Et ce gouvernement socialiste avait engagé la guerre d'Algérie. Et donc, dès le début, j'avais à peine 20 ans, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des socialistes au pouvoir faisant des choses terribles et, à mes yeux, inacceptables. Donc, j'ai été éduqué par la déception, par les forces de gauche. Ça a été, en réalité, mon apprentissage premier et principal. Et après, ça s'est développé, ça s'est transformé, ça a porté sur d'autres questions. Mais je dirais qu'au fond, je n'ai jamais été vraiment dans le sillage, dans la dépendance des forces de gauche traditionnelles, parce qu'elles m'ont trop déçu dès le début. Alors forcément, si on est déçu par les forces de gauche, qu'on n'est pas de droite, et qu'on ne veut pas abandonner la politique, il ne vous reste plus qu'une seule solution, c'est essayer de voir s'il peuvent apparaître d'autres forces de gauche, des gauches nouvelles. On ne peut pas avoir de garantie. Quand on se lance dans une invention, dans une aventure, le fait qu'elle puisse dégénérer, qu'elle puisse vous décevoir, qu'elle puisse être une illusion, on n'a jamais de garantie absolue là contre. Mais vous voyez, si réellement on considère que les forces de gauche traditionnelles, qu'il s'agisse des grands partis socialistes ou des vieux partis communistes, ne sont pas capables aujourd'hui de nous proposer une vision réellement nouvelle, alors il faut bien essayer de faire autre chose, sauf à devenir complètement sceptique en politique. Voilà. Ou inventer quelque chose complètement... Oui, peut-être quelque chose de complètement nouveau, absolument. Oui, oui. D'ailleurs, je ne sais pas pour l'instant. Je suis moi-même tout à fait incertain sur les possibilités du monde contemporain. Mais je n'aime pas ce monde comme il est, donc je souhaite le changer, je souhaite qu'il change, et pour cela, la philosophie n'a que des moyens limités. Ce n'est pas elle qui va créer complètement un mouvement politique, naturellement. Mais enfin, si je m'intéresse à la politique, c'est dans cette logique-là, dans la logique que quelque chose de réellement nouveau pourrait apparaître, parce que sinon, nous allons devoir nous résigner au monde tel qu'il est. Une nouvelle gauche présuppose la possibilité de collaboration des uns. Malgré tout, Noam Chomsky a parlé d'une impossibilité réelle de notre époque, l'impossibilité de collaboration des uns, parce que lorsqu'il parle pour l'homme consommateur isolé. Ça, je vois bien que c'est certainement le grand obstacle. Le grand obstacle, c'est la force actuelle de l'idéologie individualiste ou de l'idéologie du consommateur isolé, c'est sûr. Et c'est sûr que tant que les gens adhèrent à cette vision des choses, c'est-à-dire tant qu'ils pensent que la seule chose qu'on puisse poursuivre dans l'existence, ce sont ses propres intérêts, évidemment, aucune politique vraiment nouvelle n'est possible. Mais je ne suis pas sur ce point d'un pessimisme absolu. Je constate qu'il arrive quelquefois que les gens soient capables de faire quelque chose pour d'autres. Ça n'est quand même pas une impossibilité absolue. Je l'ai expérimenté en France dans diverses situations. Après 68, j'ai vu comment des jeunes intellectuels, des jeunes étudiants pouvaient réellement intervenir dans des luttes ouvrières, vraiment se dévouer au succès de ces luttes. Aujourd'hui encore, je vois quantité de jeunes, ou de moins jeunes gens d'ailleurs, se soucier de la situation des immigrés, de la question des papiers, de la question des droits. Et je ne pense pas que la générosité ait entièrement disparu de la terre. Voilà. La générosité est quand même quelque chose qui existe encore, subjectivement. Simplement, elle est faible parce qu'elle n'est pas vraiment organisée à grande échelle, elle n'est pas... elle lutte contre un monde très fermé et très puissant. Mais enfin, ça peut se développer, on peut inscrire tout ça dans des idées un peu plus vastes, et je ne crois pas qu'il faille désespérer de la vie humaine, quand même.
pas même de sa générosité. Vous avez dit que le renouvellement peut provenir des gens du tiers-monde, des émigrés. Mais comment, à votre avis, des gens si différents peuvent collaborer? Écoutez, vous savez, au XXe siècle et au XIXe siècle, les gens qui ont fait les révoltes et les révolutions ouvrières étaient aussi des gens qui venaient d'ailleurs. Ils venaient à Paris, en France, mais ils étaient de telle ou telle province ou de tel ou tel pays. La classe ouvrière française, c'était en fait des Italiens, des Polonais. Aujourd'hui, c'est en grande partie des gens qui viennent des pays arabes ou des pays africains. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est pas un phénomène nouveau, et l'expérience historique a montré que ces gens peuvent collaborer entre eux. Ils peuvent, si, naturellement, ils partagent un certain nombre d'idées en commun. Et c'est là, évidemment, que l'importance des idées apparaît. Souvent, on croit que la politique, c'est des groupes d'intérêt, des gens qui suivent les questions de leur malheur personnel, etc. Oui, ça existe. Mais en fin de compte, il y a toujours un moment où, pour collaborer, il faut partager une idée. Et c'est d'ailleurs ce qui fait une certaine force des religions aujourd'hui. Pourquoi les religions sont fortes? Parce qu'une religion, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même une idée, voilà, c'est une idée qui est partagée par des gens, et par des gens très différents. Eh bien, il faut... la force des religions, c'est la faiblesse des politiques. Les religions sont d'autant plus fortes dans les pays pauvres que les politiques sont faibles. Il faut que les politiques arrivent, eux aussi, à faire partager des idées. Et ça, c'est quand même une tâche qui est une tâche en partie des intellectuels. C'est une responsabilité des intellectuels. Après tout, pour qu'il y ait eu ces idées, il a fallu qu'il y ait des gens comme Marx, comme Engels, ou de mon temps à moi, des gens comme Sartre, qui vous voulez, mais des gens qui ont assumé la responsabilité des intellectuels de proposer des idées qui permettent à la générosité populaire de se manifester. Nous en sommes là. Nous sommes, je crois, nous sommes beaucoup plus au début de quelque chose qu'à la fin. C'est pour ça que la situation peut paraître difficile, mais c'est parce qu'elle commence. Un grand cycle des idées révolutionnaires a commencé vers les années 1840 et s'est achevé dans les années 1980, c'est ça. Eh bien, un nouveau cycle va commencer. Un nouveau cycle va commencer. Et de ce point de vue-là, je suis à la fois quelqu'un qui continue, mais aussi quelqu'un qui commence. Voilà. À l'époque de globalisation, avec des problèmes qui tiennent d'être global, vous pensez qu'on peut parler pour des mouvements globaux? Ah, ça, je pense que nous sommes plus que jamais à l'époque du caractère international des politiques. Et ça aussi, je vous rappelle que quand Marx a créé une organisation politique, dans les années 1850, il a créé une internationale, la première internationale. Donc, dès ce moment-là, on savait que la véritable échelle de l'action politique était en réalité internationale. Aujourd'hui, on dit mondialisation, mais on disait internationale à cette époque-là. Et ça, je crois que c'est absolument vrai. C'est plus vrai que jamais. Marx déjà parlait du marché mondial. Mais le marché mondial, c'est aujourd'hui, vraiment. Là, il est vraiment là. Chez Marx, c'était encore un peu une projection. Maintenant, il est vraiment là. Et donc, je suis convaincu que les idées politiques que nous avons à proposer doivent être elles-mêmes à échelle mondiale. Ça, j'en suis absolument persuadé. Les expériences sont toujours locales. Quand vous faites un mouvement, quand vous faites une lutte, c'est local. Mais les idées, l'organisation générale des choses sont à échelle mondiale. Le capitalisme est à échelle mondiale, l'anticapitalisme doit être à échelle mondiale aussi. Sinon, il sera faible. Qu'en pensez-vous de la crise financière, économique, qui est aussi globale? On parle pour une guerre globale, la troisième guerre globale. Oui, ça, alors là, nous avons constaté dans le passé que les crises menaient à des guerres. Nous ne pouvons pas être sûrs d'échapper à ce destin. La crise est en effet à échelle du capitalisme mondial et elle a pour effet de redistribuer les puissances. On voit très bien aujourd'hui que
l'Asie devient un continent extrêmement important, que l'Europe est affaiblie, que les États-Unis ne peuvent plus jouer complètement le rôle qu'ils ont joué pendant longtemps. Donc la politique mondiale est différente. Et de fait, on va avoir des nouvelles contradictions. La crise est le révélateur de tout ça. Mais elle doit nous pousser à nous-mêmes, à nous soucier des problèmes mondiaux et à nous occuper de la question mondiale. L'émancipation, déjà Marx disait, vous savez, que l'émancipation devait être celle de toute l'humanité. Je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Si nous imaginons que nous pouvons faire quelque chose de magnifique en Europe, sans nous soucier du tout, au contraire, en méprisant ce qui se passe en Afrique ou en Asie, nous nous trompons gravement. Et c'est pour ça que moi, j'essaie, au niveau intellectuel, de discuter, d'organiser des choses à échelle mondiale, autant que faire se peut. Pour faire une référence à votre œuvre fameuse, L'être et l'événement, cette crise économique peut être l'événement qui change tous les êtres européens. Vous savez, dans ma définition de l'événement, l'événement est toujours la création d'une possibilité positive. Il y a quelque chose qui est une simple destruction ou quelque chose qui est une difficulté grave, n'est pas un événement, parce que pour moi l'événement c'est la source de quelque chose de positif. Donc ce n'est pas la crise directement qui pour moi peut être la source d'un changement positif, c'est éventuellement certaines conséquences de la crise. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre question, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Pour l'instant, j'ai l'impression que, disons, le capitalisme mondialisé est mis à l'épreuve par la crise, mais il n'est pas, à l'heure actuelle, en difficulté systématique. Pour une raison, je crois, très simple, c'est que toute une partie de la puissance du capitalisme mondial vient aujourd'hui, non pas des vieux pays, mais des pays nouveaux. La puissance du capitalisme, elle se fait en Chine, elle se fait au Brésil, elle se fait en Afrique du Sud, en Australie. Et là, il y a encore des réserves très importantes pour un capitalisme puissant. C'est là que nous voyons aussi que la situation est réellement une situation mondiale. Quelle est l'idée qui pourrait nous aider à sortir de la crise? Ça dépend comment vous voulez en sortir. Si vous voulez en sortir avec le maintien pour l'essentiel du système actuel, bien on connaît les idées. Les idées, ça va être faire des économies. Et donc rétablir les budgets publics. Vous connaissez ça parfaitement en Grèce, c'est votre programme gouvernemental. Hein. Ça veut dire baisser les salaires, supprimer des avantages sociaux, rendre la vie des gens plus dure pendant un bon moment. Parce qu'il y a un endettement considérable et il faut absolument prévoir un remboursement de cet endettement. Ça, c'est une vision des choses. C'est la vision de pratiquement de tous les gouvernements en place en Europe. Si vous pensez qu'il faut tirer d'autres leçons de la crise, alors c'est différent. Ça veut dire qu'il faut organiser une force politique complètement nouvelle, il faut avoir une vision de l'économie qui ne soit pas la vision livrée au profit privé. Mais là, on est tellement au commencement que ce sont des tâches intellectuelles, presque expérimentales. Encore une fois, je reviens à ce que je vous disais, on est certainement, du point de vue des idées politiques différentes, au tout début de quelque chose. Et donc on n'a pas de remède contre la crise. Les remèdes contre la crise seront donnés par nos médecins habituels. À votre œuvre, Seconde manifeste de la philosophie, vous proposez la démoralisation de la philosophie. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, nous reprenons un peu, nous revenons comme il faut dans un entretien, au début de l'entretien. Vous m'aviez posé la question de savoir pourquoi je condamnais le moralisme philosophique. Bien, c'est tout simplement parce que je pense que ce retour à la morale, finalement, à la morale des droits, la morale de
liberté, mais aussi la liberté d'entreprendre, etc. En réalité, ça n'est jamais que le retour de la philosophie à quelque chose qui est dans le sens de l'ordre établi. Voilà. C'est-à-dire, la philosophie des années 60 et 70 était, vous le savez, une philosophie essentiellement critique. Ce moralisme dont je parle, cette démoralisation nécessaire, c'est le retour à cette conception critique de la philosophie contre une conception qui finalement me paraît être conservatrice, tout simplement. C'est-à-dire marcher dans le sens du monde tel qu'il est. Et s'il faut démoraliser la philosophie, c'est au sens où mon très vieux maître Socrate avait été accusé de corrompre la jeunesse. Mais ça voulait dire quoi, corrompre la jeunesse? Ça voulait dire habituer la jeunesse à critiquer ce qu'il y a et à ne pas être immédiatement obéissante devant l'ordre établi. C'était ça la démoralisation de la jeunesse. Eh bien, je me propose aussi de démoraliser la jeunesse, si je peux. Merci beaucoup. Merci. C'était un honneur.